les méthodes psychocorporelles d'aujourd'hui, de l'alternative douceur à la lenteur alternative, du collectif au singulier. Alors, ce sera présenté par Stéphane Eas, qui est maître de conférence à Rennes 2, qui travaille sur la sociologie du sport, la sociologie du corps, notamment de la peau, des minorités, des discriminations, stigmatisations. Il est auteur d'une quinzaine d'ouvrages, plus de 80 articles, plus de 30 chapitres d'ouvrages. Il est responsable du contrat Précaps, donc APS et précarité, qui est financé par l'INCA, c'est l'Institut national contre le cancer, c'est bien ça, et créateur de plusieurs revues, Violence dans les sports et sur la peau, la peaulogie.fr en l'occurrence. Et la présentation sera également effectuée par Arine Casabian, qui est doctorante en 2e année à Rennes 2. Merci. Voilà. Merci beaucoup. J'ai été très synthétique sur ma fiche, hein, c'est pour ça qu'elle a été un peu en difficulté, je m'en excuse. Donc, j'ai été très chiffré, alors très quanti, alors que je suis tout sauf un quantitativiste. Bon, bref, c'était un peu l'humour. Vous allez voir que j'ai du mal à faire sans humour. Donc, effectivement, c'est un retour sur une thèse qui est déjà ancienne, puisqu'elle a été soutenue en 96, publiée par mon ami Bernard Andrieux 8 ans plus tard. Et donc, on a voulu retester, on pourrait dire, actualiser les résultats qu'on avait pu développer, tout en sachant que Arine Casabian n'est pas du tout spécialiste de ça, puisqu'elle est plutôt dans la diététique et qu'elle fait une thèse sur l'aide alimentaire et les bénéficiaires d'aide alimentaire qui sont pour les personnes en situation de grande précarité. Ok. Donc, petit trait d'humour aussi sur votre visuel qui est quand même assez ambigu. Et vous allez voir que l'ambiguïté va parcourir le fil de cette présentation, puisque là, il me semble que au mieux, c'est de la contemplation entre des périodes de marche autour d'un volcan, et peut-être même de la récup pour les trop fatigués, ou peut-être dans une version un petit peu plus mystique, une contemplation. Voilà. Donc, voilà. Slow tourisme, ok. Slow sport, je suis pas sûr dans ce cas-là, en tous les cas. Alors, le plan rapide, déterminé en 5 points. On a été assez, on n'a pas écrit, donc on va pas lire. On va essayer d'improviser, et de ne pas être trop jargonnant non plus, en simplifiant un petit peu la démarche. Donc la question c'était, qu'est-ce qui se passe actuellement quand on parle des méthodes psychocorporelles, où en est-on par rapport à il y a 25 ans, qu'est-ce qu'on peut repérer avec une analyse sur les données informatiques, essentiellement internétiques, des évolutions entre ce qui s'est été constaté lors du travail doctoral et ce qui se passe actuellement. Donc on a repéré plusieurs points, comme vous le voyez, et donc on sera assez, peut-être trop allusif, mais on s'en excuse par ailleurs, par avance. Donc si vous tapez sur Facebook, par exemple, actuellement, hein, pour ceux qui s'ennuient déjà, eh bien, vous pouvez voir qu'il y a des pages dédiées à la relaxation, et celle-ci, c'est celle qui rassemble le plus en français, hein, en France, les deux personnes, 4000 personnes, un peu plus. Et en fait, elle met en ligne, cette page, des petits visuels, des petites vidéos qui ont trait à l'animal. Un animal comme... donc on regarde une vidéo un peu marrante avec des animaux qui font des choses soit très humanisées, hein, soit des choses un peu marrantes, décalées. Et on voit que c'est une page qui peut faire prêter à sourire comme ça, mais en fait, c'est avec des objectifs assez sérieux, hein, puisque vous le voyez... elle existe aussi dans le monde anglo-saxon. C'est vraiment apprendre à ne rien faire, à prendre son temps en regardant ces vidéos. Donc c'est ce qui est présenté dans la notice Wikipédia, par exemple, quand on tape relaxation. Et aussi l'autre élément, la question de jouvence, que j'avais développé assez précisément dans mon travail de thèse. C'est une sorte de mythe de jouvence qui va derrière, c'est-à-dire que quand on se détend, on se décontracte, on limite les tensions et l'espoir
final, ça serait éventuellement de vivre mieux, voire plus longtemps. Donc c'est un ensemble c'est une thématique qui est très très présente chez les praticiens de relaxation, les professionnels de relaxation que j'avais justement précisément investigué. Ok. Et il y a un petit lien entre l'art et la science. Est-ce qu'on est dans un discours purement scientifique ou un discours plus esthétique? Vous allez voir qu'on va jouer beaucoup. On s'est amusé à analyser les deux éléments, essentiellement le côté imagier et esthétique. Si vous tapez là, cette fois-ci sur vidéo sur Google ou un autre moteur de recherche, vous allez voir qu'il y a des tutoriels disponibles qui sont à foison, à gogo on pourrait dire, et qui sont disponibles gratuitement quand vous avez accès à Internet, et qui pourraient laisser penser, comme l'a développé Bernard, qu'il y aurait une possibilité d'auto-guérison ou d'auto-santé, en tous les cas, des pratiques préventives ou curatives très faciles d'accès. Donc vous pouvez vous amuser à aller voir. Vous avez vu qu'il y a des versions très brèves, sur le temps d'une séance, voire moins, et des éléments beaucoup plus longs, avec des musiques relaxantes qui peuvent durer des heures. Donc il y a même si vous vous amusez à regarder sur les applications Internet, il y a des radios, des télévisions consacrées à la relaxation, où on voit, par exemple, une cascade qui s'écoule pendant 24 heures sur 24, avec le bruit qui va avec. Donc, il y a un marché, je veux dire. Il y a un marché qui n'est pas que marchand. Il y a un marché qui est libre, qui s'est largement diversifié, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer. Alors, pour faire un lien avec ce qui avait été évoqué un petit peu hier, il y a aussi une bizarrerie avec l'Internet. Vous savez que c'est des mathématiques appliquées, les moteurs de recherche, avec des algorithmes qui sont affinés de jour en jour. Et vous voyez qu'avec la flèche, là, les fans de cette page de relaxation, que j'ai pris en exemple, ce n'est qu'une page, ils sont aussi fans des versets de la Bible. Versets de la Bible, d'ailleurs, il faudra y voir. Et du camping. Ça, c'est le clin d'œil par rapport à Olivier Siros, qui n'est pas là aujourd'hui. C'est assez étonnant, quand même, de voir ce type de lien. Alors, est-ce que c'est juste un hasard, une coïncidence statistique, ou une consonance pratique, si je commence à introduire un peu de sociologie? Est-ce qu'on est là sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une consonance, donc d'une structuration un peu homogène entre les comportements et les goûts des gens? Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas du tout bourdieuxien, donc c'est la seule fois où j'évoquerai quelque chose qui peut éventuellement faire référence à notre père Bourdieu. Alors, j'insiste pas non plus pour pas être trop long, mais l'étymologie du mot relaxation ou détente sont très très intéressantes. Et le mot détente en France ne veut pas du tout dire la même chose que détente ailleurs. Et le mot relaxation en France ne veut pas non plus forcément dire la même chose que dans d'autres pays. En France, comme vous le voyez, si vous tapez sur un kiosque, un magazine, détente, ça n'a rien à voir, ou quasiment pas, avec les méthodes de relaxation. Ça a plus à voir avec les pratiques terre à terre, pour faire là aussi un jeu de mots. Mais on voit que l'Orient n'est jamais très loin. Là, vous avez quelque chose dessiné, une figure particulière. Alors, je laisse la parole, je vais essayer de moins monopoliser. Alors, en ce qui concerne la lenteur, donc ce qu'on a fait, c'est on est allé sur des moteurs de recherche et on a tapé, par exemple, yoga et lenteur, relaxation et lenteur, et on a relevé quelques citations qui étaient plutôt sur des blogs, donc c'était pas des articles, c'était plutôt des blogs, donc c'était écrit par des pratiquants ou par des personnes pour faire la promotion de ces pratiques. Donc ces pratiques qui soient sportives ou plutôt spirituelles, un peu dans leurs différents types. Donc c'était la lenteur pour s'adapter au stress, pour être plus performant, pour aller mieux. Et on avait vraiment une différenciation entre tout ce qui va avec lenteur, mollesse et plaisir, qui était opposé. Donc d'une part, on avait la promotion de la lenteur, de prendre son temps, et d'autre part, il y avait... on avait souligné la puissance, le dépassement de soi. Donc, on est lent quelque part pour être plus performant ailleurs. Donc, c'est de cette façon-là qu'on avait plutôt fait la promotion de tout ce qui allait avec la lenteur.
les liens en fait paradoxaux entre les deux. Et il faut que vous, étymologiquement, le mot relaxation, hein, qui est très ancien en français, hein, il est français, hein, il n'est pas anglo-saxon, eh bien, il évoquait déjà cette ambivalence-là. Donc, on a évoqué ça hier dans une intervention. Donc, c'est la journée de la lenteur. C'est une journée qui est célébrée à Montréal, donc dans un cadre dans la nature. C'est dans un jardin, dans un parc que c'est célébré. Et vous voyez aussi dans le logo, donc c'est une plante qui pousse lentement. Donc, elle est célébrée pendant la plus longue journée de l'année, c'est le 21 juin. Et dans la page qui parle de cette journée, donc on dit c'est la plus longue journée, donc on a le temps de prendre son temps et de savourer chaque instant. Donc on présente cette journée en disant que ça va permettre de goûter, de savourer, d'aimer sa vie dans toute sa splendeur et toute sa candeur. Alors que c'est juste en l'espace d'une seule journée où on va apprendre à aimer toute sa vie. Donc, à questionner ça un peu. Et donc, concernant l'organisation de cette journée, donc on voit des pratiques qui sont physiques, psychocorporelles, donc yoga, méditation, massage, le qigong. Et on a aussi des pratiques qui sont donc la musique. Oui, ça peut être une pratique de relaxation, mais tricot, chant, domino, donc pyrogravure, danse. Donc on a beaucoup de pratiques, donc c'est avoir la lenteur dans tout ça. Ok. Et donc, premier point, je ne sais pas du tout au niveau du temps si on est dans les clous, mais pour reprendre un petit peu la méthodologie que j'avais employée il y a 25 ans maintenant, pratiquement, c'est beaucoup plus simple maintenant de faire ce travail-là, puisqu'il suffit de taper page jaune pour savoir qui sont les praticiens, les offreurs, les lieux et les espaces où on propose des relaxations, la méditation, du yoga. Et c'est juste cette petite encore indication quantitative pour que vous arriviez à mesurer le développement. C'est-à-dire que ça a été multiplié par 6 ou 7 le nombre d'offres. À l'époque, en 92-96, il y avait 3000 à peu près propositions d'offres de relaxation. Et actuellement, on est plutôt d'envoyer dans 20 000 au bas mot. Donc il y a un vrai essor de ces pratiques. Une diversification, une multiplication. Je vous rappelle que ces pratiques, pour ceux qui ne connaissent pas les méthodes de relaxation, ont été officialisées, formalisées au début du XXe siècle, hein, dans 2 versions d'ailleurs, tout à fait différentes, une plus psychologique, une plus musculaire et physique, et que depuis, il y a une diversification. Là encore, on peut très facilement mesurer le développement exponentiel de ce marché, de ces offres, puisque sur Wikipédia, par exemple, vous avez sur cette notice 16 différentes techniques qui sont indiquées à relaxation, alors que si vous allez sur les sites de formation, par exemple, des relaxologues, hein, des praticiens, là, vous avez parfois des centaines de différentes techniques. Alors, je vous ai listé quelques-unes pour que vous vous rendiez compte du poids, notamment médical, médico-psychologique, psychothérapique. Le poids des docteurs qui ont donné leur nom à des pratiques, à des techniques, est phénoménal. Hein. Je les ai surlignés, ça se voit pas trop sur le truc, mais vous voyez, il y a pratiquement un quart de docteurs qui ont donné leur nom à une technique de relaxation spécifique, qui ont fait donc, si je suis un peu cynique, qui ont utilisé les méthodes de relaxation comme tremplin professionnel, distinctif, hein, qui est rentable, hein, puisqu'ils ont donné leur nom, donc ça veut dire qu'ils ont eu une gloire professionnelle au minimum à partir de ça. Donc c'est au niveau international, hein, c'est en France. Bon, d'accord, on est très, très largué. Bon, ok. Donc deuxième point, ces pratiques psychocorporelles ne sont pas apparues au XXe siècle, hein, mais au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, il y a eu un développement, une dynamique socioculturelle, notamment contre-culturelle, très importante. Il faut voir que la promotion de ces pratiques psychocorporelles a été contre-culturelle, c'est-à-dire que c'était contre plein de choses. Contre le sport, contre le capital, contre les institutions de contrôle, etc. Donc cet essor-là n'est pas neutre. Hein, il n'est pas du tout neutre axiologiquement. Ce sont des minorités actives qui se sont mobilisées, et notamment contre la compétition. Alors, les étudiants STAPS et les chercheurs en STAPS connaissent bien ça, puisque dans les années 70, il y a eu des écrits majeurs, je vous en donnais que 2, hein, sur l'anti-gymnastique, sur la critique radicale du sport, etc.
la compétition était Oni. Troisième point. Donc là, ça concerne des couvertures de magazines qui sont en rapport avec le yoga, avec des pratiques douces. Et donc, dans toutes, on a déjà des représentations de femmes qui sont blanches, de couleur de peau blanche, et qui ont une silhouette très raffinée. Donc, dans deux, on a une position de yoga, la position du lotus qui est assez courante. Donc, dans la posture où on a la dame debout, c'est une posture qui est pas très fréquente en yoga, mais on a on montre la silhouette raffinée de la dame. Et puis, dans le magazine Zen, on a une dame qui est dans le bien-être plutôt. Donc, c'est différentes représentations qu'on fait de ces pratiques-là, mais ça va plutôt dans le bien-être. Avec un accent genré, normatif particulièrement imposant. Donc là aussi, on a deux représentations du yoga qui s'opposent dans différents types de sites. Donc, dans tout ce qui est des associations, on a un côté yoga en groupe, c'est des gens de différents niveaux, c'est comme tout le monde un peu. Par contre, dans les sites de fédération de yoga, c'est plutôt des pratiques athlétiques, des positions un peu difficiles à faire, et c'est des gens, on voit, c'est des gens qui ont un corps plutôt athlétique. Oui. Alors donc, juste, on va aller très vite, mais sur la question de la différence culturelle, on voit ça a été évoqué plusieurs fois hier et aujourd'hui, hein, quand les pratiques se diffusent mondialement, elles sont acculturées, hein, elles sont euphémisées, elles sont altérées, on pourrait dire ça, elles sont parfois simplifiées, et complètement à outrance le plus souvent. Et il y a des échanges entre l'Orient et l'Occident, pour rester sur ces deux aires culturelles, et on voit qu'il y a donc une recherche un peu, une sorte d'appel exotique, avec un Orient très fantasmé. Mais on voit là encore l'importance de la blancheur, j'allais dire, hein, de la blancheur de peau, et donc une faiblesse, j'allais dire, de la différence de couleur mélanique, hein, puisque c'est un peu ma spécialité. Il y a une discussion sur l'origine, hein, est-ce que c'est indien, pas indien, est-ce que ça vient d'Afrique ou d'ailleurs. Ça engage des oppositions très fortes entre les praticiens, hein, avec des guerres de tranchées terribles entre telle ou telle fédération, tel ou tel groupe. Le yoga, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Les relaxations, pas du tout. En fait, c'est un champ très concurrentiel. Donc c'est une acculturation, c'est ce que je viens d'évoquer. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, l'anticompétition d'il y a 40 ans se transforme progressivement, et c'est un des constats qui mériterait une enquête précise, hein. Il y a une sportivisation pas à outrance, en tous les cas, une sportivisation forte, notamment du yoga, qu'on a pu voir ici. Oui, alors là, premièrement, il y a une distinction entre la pratique occidentale du yoga, où on présente le yoga comme une pratique gymnastique, donc c'est quand même une pratique physique, mais qui va permettre le mieux-être et le bien-être. Par contre, dans sa pratique traditionnelle, donc disons dans ses pays d'origine, c'est plutôt une voie vers la sagesse, la compassion. Donc le but qui est recherché n'est pas très physique, mais c'est plutôt un bien-être qui est mental. Et donc on a aussi dans les milieux occidentaux une modernisation du yoga et des adaptations. Donc on a aussi l'apparition du yoga ou des types de relaxation qui sont plus rapides. Et donc, on présente les types de yoga rapides comme des pratiques physiques qui sont adaptées, donc qui vont convenir mieux aux personnes qui n'arrivent pas à se poser, qui sont hyperactives et qui peut-être trouvent la lenteur comme une perte de temps. Donc là, on leur adapte, c'est un yoga rapide, on dit ça. Et en fait, dans tous les sites où on parle de yoga rapide, on dit que la personne va se concentrer quand même, parce qu'elle va se concentrer sur son activité, mais c'est pas une concentration sur soi, sur les ressentis, mais plutôt sur l'enchaînement des mouvements qu'elle doit faire.
Donc voilà, il y a un peu un exemple un peu hyperbolique, hein, avec des records du monde de yoga. Quelque chose complètement impensable il y a 30 ans et encore plus il y a 50 ans. Pour terminer, un exemple, pour faire le lien avec Florian, puisque je suis venu ici en grande partie à cause ou pour lui, il y a une initiative à Los Angeles qui est assez intéressante, on pourrait dire inquiétante, mais c'est un jugement de valeur, c'est une mise en place d'un dispositif transparent à la Bentham un petit peu, hein, où il y a un contrôle sponsorisé par les croquettes, hein, Purina, où on propose aux citadins une bulle relaxante, voire plus, hein, donc ça ressemble presque à une expérimentation de collègues en psychologie, hein, qui veulent sortir un petit peu de leur laboratoire, avec un monitoring, avec des casques sur les oreilles, des suggestions à la détente, à la visualisation, etc. Donc vous voyez, c'est présenté comme ça, une thérapie carrément, hein, c'est dans la rue, c'est gratuite, on peut se relaxer avec des écouteurs. Et pourquoi c'est sponsorisé par Purina? C'est parce que y a des animaux qui sont proposés. C'est-à-dire que l'animal est le médiateur de la détente dans ce dispositif tout à fait particulier. Donc, je rentre pas trop dans le détail, mais on voit bien qu'elle n'enlève pas le casque. Il y a une vidéo, vous pourrez aller la voir. Et donc, elle se coupe complètement du monde en se rapprochant de l'animal, mais elle reste coupée du monde. Alors, ça éveille la curiosité des passants, des animaux d'ailleurs, et aussi des touristes. On voit que là, c'est un dispositif qui est assez étonnant. Donc, pour terminer, pour conclure, on peut se poser la question de cette lenteur-là, laïcisée, en utilisant un petit peu des gros sabots weberiens. Hein. Il y a une rationalisation des comportements et ces pratiques de psychocorporelles participent de cette rationalisation. Et pour ceux qui connaissent un peu Weber, il avait notamment développé cette question-là à partir des croyances religieuses. Hein. Et donc il y a une sécularisation très importante de ces pratiques. On ne l'a pas insisté ici, mais ces sites de relaxation, de pratiques psychocorporelles, ont des versants mystiques un petit peu comme pour le yoga. Hein. Il y a des versions très athlétiques et des versions beaucoup plus mystiques et spirituelles. Et donc on peut se poser la question de cette recherche de salut ici-bas, pour reprendre le terme de Weber, l'intramondain dans ce travail. Et dernier point, vraiment pour terminer, entre les critiques radicales des années 60-70, où on était contre la médecine, contre le sport compétitif, contre les médicaments, etc., et donc j'avais questionné il y a 25 ans donc la question de la douceur. Et il faut pas être naïf par rapport à ces pratiques-là. Elles peuvent paraître douces, mais elles sont pas aussi douces que ça, quoi. Je veux dire, il y a des dispositifs, comme on vient de le voir, qui sont très contraignants. Et puis il y a le risque sectaire qui n'est pas du tout négligeable dans toutes ces propositions. Donc cette entreprise-là, et en plus rajoutée par cette légitimation du sport, qui fait que ça touche même des pratiques qui étaient très très éloignées du sport. Non pas que le yoga soit une pratique facile, au contraire, c'est une pratique très difficile, mais les formes sportives sont quand même assez étonnantes, un petit peu comme d'autres pratiques qui se sont sportivisées, qui étaient impensables il y a encore quelques années. Voilà, on vous remercie. Donc, merci Arine, merci Stéphane.